3 ans après un incendie dévastateur, la restauration de l'emblématique cathédrale de Paris rend hommage à ses racines médiévales et à l'architecte autrefois vilipendé qui a sauvé l'Église au XIXe siècle. L'incendie de 1831 a épargné la cathédrale Notre-Dame elle-même. Les émeutiers ont grimpé sur le toit et ont renversé une croix de fer géante. Ils ont brisé des vitraux, porté des haches sur une statue de Jésus, brisé celle de la Vierge Marie. Mais ils en voulaient en réalité à l'archevêque de Paris, qui n'était pas là, et ils pillèrent donc son palais, situé au sud de l'église, face à la Seine. Puis ils y ont mis le feu. Le palais a disparu maintenant. Une grue de chantier de 76 mètres se trouve à cet endroit. Il y a un dessin de la scène de cette nuit du 14 février 1831, vue du quai de Montebello, de l'autre côté de la Seine. Elle a été réalisée par Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, celui qui, 13 ans plus tard, entreprendra 20 ans de restauration de la cathédrale. Viollet-le-Duc n'avait que 17 ans lorsqu'il fut témoin de l'attaque de la foule. Dans son croquis au crayon, des personnages en bâtons agités envahissent le palais, jetant des meubles et d'autres objets de valeur par les fenêtres et dans la rivière. Derrière tout cela se dressait Notre-Dame, alors vieille de 6 siècles. La blessure déchirée au cœur de Notre-Dame par l'incendie d'avril 2019, qui a détruit sa flèche et son toit, est vue d'en haut. L'imposante flèche de la cathédrale est tombée à travers la voûte en pierre, a écrasé un autel moderne et a laissé un trou bordé de charpente carbonisée. En 1980, à 17 ans également, Philippe Villeneuve voit une exposition sur Viollet-le-Duc au Grand Palais. Il savait qu'il voulait devenir architecte. Il construisait déjà une maquette élaborée de Notre-Dame. Mais il ne savait pas qu'on pouvait se spécialiser dans les bâtiments historiques. Il est aujourd'hui l'un des 35 architectes en chef des monuments historiques de France, métier incarné notamment par Viollet-le-Duc. Villeneuve dirige les travaux de restauration de Notre-Dame depuis 2013 et avec une urgence terrible depuis le printemps 2019, lorsqu'un incendie a arraché le sommet de la cathédrale. Le bâtiment a enfin été stabilisé. La reconstruction est sur le point de commencer. À plus d'un titre, Villeneuve doit sa mission actuelle, le combat de sa vie professionnelle, à son ingénieux prédécesseur, Viollet-le-Duc. Il a inventé la restauration des monuments historiques, dit Villeneuve. Cela n'était pas arrivé auparavant. Avant, les gens les réparaient, et ils les réparaient à la manière de leur époque. Ou bien ils ne les ont pas réparés et les ont démolis. Dans la France du XIXe siècle, un gouvernement a d'abord créé des institutions pour s'attaquer systématiquement à une question qui nous concerne tous. Quelle partie du passé mérite d'être préservée et transmise à la postérité? Quel devoir avons-nous envers les créations de nos ancêtres? Quelle force et quelle stabilité tirons-nous de leur présence? Et quand, au contraire, deviennent-elles un poids de plomb, nous empêchant de nous projeter dans l'avenir, de créer un monde de notre propre? C'est une question à laquelle chacun de nous est confronté dans son microcosme, dans son travail et dans sa vie. Chacun de nous a un service des monuments historiques en tête, luttant pour décider à quoi s'accrocher et quoi jeter, à quels changements résister et lesquels adopter. C'est juste que nous n'en sommes souvent pas très conscients, et nous ne sommes souvent pas conscients de notre enjeu dans les décisions de préservation prises par les gouvernements et de la façon dont les bâtiments anciens nous touchent, jusqu'à ce qu'ils soient menacés. En son temps, Notre-Dame était révolutionnaire. Elle a été construite à la fin des XIIe et XIIIe siècles, alors que la France devenait une nation et que Paris, sa capitale, était la plus grande ville d'Europe. Notre-Dame fut le premier grand chef-d'œuvre d'une nouvelle architecture française, dans laquelle les arcs en ogive et les arcs-boutants permettaient aux murs de s'élancer et de s'élancer, aux fenêtres d'être énormes et à la lumière d'y pénétrer. Les Italiens jaloux l'appelaient gothique, par lequel ils voulaient dire barbare, mais le style français a conquis l'Europe. Dans la grande lumière, les gens ressentaient la présence de Dieu. Mais au début du XIXe siècle, Notre-Dame était en difficulté. Des décennies d'attaques et de négligence commencées avant même la Révolution de 1789 l'avaient laissée dangereusement délabrée.
Victor Hugo était tellement furieux qu'il a mis en scène un roman entier autour de la cathédrale, incorporant une polémique sur les abus de l'histoire, dans une marmite à propos d'un prêtre réprimé, d'un sonneur de cloches bossu et de la fille qu'ils désiraient tous deux. Notre-Dame de Paris fut publiée en 1831, un mois après l'incendie de l'archevêché. Partout en France, les anciens édifices religieux pendant la Révolution italienne pilis pour leurs pierres. Hugo a contribué à lancer un mouvement qui disait « Assez ». Viollet-le-Duc y fut entraîné. Il a sauvé Notre-Dame. Il a reconstruit les contreforts et les vitraux, remplacé les statues démolies par les révolutionnaires et en a ajouté d'autres. Les grotesques bien-aimés de la cathédrale sont à lui. Et lorsqu'il a construit une nouvelle flèche en bois, 15 mètres plus haute que l'original médiéval, il a ajouté des statues en cuivre plus grandes que nature des 12 apôtres en gradin jusqu'à sa base. 11 regardaient vers l'extérieur, veillant sur la ville. Le 12 était saint Thomas, l'apôtre qui doutait. Viollet-le-Duc donne à Thomas son propre visage et lui fait contempler la flèche, son chef-d'œuvre. C'était un incroyant qui sauva la reine des cathédrales françaises. Approvisionnement en pierres et bois. L'île de la Cité était un centre important de la vie urbaine lorsque débuta la construction de Notre-Dame au XIIe siècle. À l'époque, la pierre provenait de carrières situées aujourd'hui sous le Paris moderne. Pour la rénovation d'aujourd'hui, des calcaires de composition géologique similaires sont extraits dans l'Oise et l'Aisne, tandis que des arbres centenaires sont abattus dans la forêt de Bercé et ailleurs en France. Aujourd'hui, cette église, lieu de culte depuis plus de 800 ans, est à nouveau sauvée. Il s'agit d'un salut après un demi-siècle au cours duquel la pratique du catholicisme en France s'est effondrée, tandis que le nombre de touristes a explosé. Dans le bureau de Villeneuve, derrière la cathédrale, au 2e étage d'une pile de conteneurs modulaires, le bureau fait face à une impression du dessin de Viollet-le-Duc de 1843 représentant la façade ouest de Notre-Dame. Un filet de plomb figé provenant de la toiture, fondu par l'incendie de 2019, est coincé dans un coin de la charpente. Depuis la nuit de l'incendie, Villeneuve a l'intention de reconstruire l'église exactement telle que Viollet-le-Duc l'a laissée, y compris la toiture en plomb et la forêt de charpente massive de chêne qui la soutenait. « Nous resterons le restaurateur », a-t-il déclaré. Un peu avant 7 heures du soir du 15 avril 2019, alors que Villeneuve partait en courant depuis son domicile de la côte atlantique pour prendre le dernier train à grande vitesse pour Paris, j'étais dans un taxi traversant la Seine. La circulation était lente. Ma femme a regardé par la fenêtre. « Est-ce que Notre-Dame brûle ?» elle a demandé. La tache orange scintillante sur le toit n'avait aucun sens. « Je suis sûr qu'ils le publieront bientôt, marmonnai-je. » Quelques instants plus tard, nous avons vu les flammes jaillir de la flèche en bois et l'engloutir. Les charpentes en feu, les gros blocs de calcaire et plus de 800 tonnes de chêne et de plomb provenant de la flèche se sont tous écrasés sur Notre-Dame. Et pourtant, aucun art d'importance historique n'a été endommagé et très peu de vitraux. C'était un miracle, raconte la restauratrice Marie-Hélène Didier. Les chapelles latérales comme celle-ci, Notre-Dame des Sept Douleurs, bénéficieront d'un nettoyage et d'une restauration dont elles avaient le plus besoin avant l'incendie. Jean-Michel Legnaud, historien de l'architecture, était présent à une réception au château de Versailles. Il rentra précipitamment à Paris et assista au drame. Les gens pleuraient, les gens priaient, les gens étaient agenouillés dans la rue, a-t-il déclaré. À 6 milles à l'ouest, Faïka Laïd Saïd, qui exploite désormais la grue qui domine la cathédrale blessée, terminait son quart de travail sur une grue encore plus haute, construisant une nouvelle tour de bureau. Seul dans le ciel, à 130 mètres, il aperçut le panache de fumée géant à l'horizon, commençant à dériver vers l'ouest. Au moment où Marie-Hélène Didier, conservatrice du ministère de la Culture en charge de Notre-Dame, franchit le périmètre des pompiers, la plupart des précieux objets avaient déjà été extraits et déposés dans la cour. Cela ressemblait à un grand marché aux puces, a-t-elle déclaré. Tard dans la nuit, elle a escorté certains des trésors dans une camionnette de la ville jusqu'à un coffre-fort de l'hôtel de ville. La tunique en lin de Saint-Louis, roi et croisé du XIIIe siècle, était sur les genoux de Didier. À côté d'elle, son patron tenait la couronne d'épines. Des échafaudages et une grue géante
se moquent désormais de l'aspiration à la hauteur de la cathédrale. Un mur métallique surmonté de barbelés entoure le site. Mais l'église s'est déjà remise d'un traumatisme. En 1831, de ce point de vue de l'autre côté de la Seine, Eugène Viollet-le-Duc assiste à l'attaque d'une foule. Plus tard, il dirigea la première restauration de Notre-Dame, préservant ainsi le monument que le monde connaît aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron était à l'Élysée, où il venait d'enregistrer ce soir-là une allocution nationale télévisée en réponse aux Gilets jaunes, le mouvement de protestation contre son gouvernement. Il annula le discours et se précipita vers la cathédrale. Notre-Dame est notre histoire et notre littérature, notre imagination, l'épicentre de notre vie, a-t-il déclaré devant les caméras de télévision. Cette cathédrale, nous la reconstruirons tous ensemble. Dorothée Chaoui-Derieux, restauratrice qui supervise les fouilles archéologiques à Paris, a lu la nouvelle sur Twitter alors qu'elle préparait le dîner de ses 3 enfants. Elle ne les avait jamais emmenés à Notre-Dame, réalisa-t-elle. Il ne lui est pas venu à l'esprit qu'elle passerait presque tous les jours pendant les 2 prochaines années dans la cathédrale vide, à trier les débris, ce qu'elle appelle des vestiges, et que Notre-Dame elle-même deviendrait un site archéologique. Alors que l'église brûlait toujours, les chaînes de télévision proposèrent des têtes parlantes. Bêtement, je suis resté devant la télé, alors que j'habite à Paris et que j'aurais dû aller le voir, raconte Philippe Gourmain, un expert forestier. Avec une fureur croissante, il entendit des experts affirmer que la charpente en bois du grenier de Notre-Dame ne serait jamais reconstruite et que la France manquait de chênes et de savoir-faire. Gourmain gère les forêts sur tout le territoire. Il était au téléphone avec un ami de l'Office national des forêts et élaborait un plan pour collecter le bois nécessaire grâce à des dons. Charles Barbero de Carpenters Without Borders met la touche finale à une réplique d'une des fermes de toit de Notre-Dame. Le groupe de bénévoles a construit la ferme en 1 semaine en utilisant uniquement des outils médiévaux, taillant chaque poutre à partir d'une seule bûche de chêne. La charpente en chêne détruite par l'incendie doit être restaurée telle qu'elle était, avec l'aide des scieries. À cette époque, Villeneuve atteint le parvis, la place devant la cathédrale. Il était dans le train et hors ligne lorsque la flèche de Viollet-le-Duc s'est effondrée. Le lendemain, en escaladant la tour nord pour inspecter les dégâts, il repéra le coq de cuivre qui s'était perché au sommet de la flèche. En navigation libre, il s'était posé sur un tweet latéral. Une photo du Parisien montrait l'architecte rayonnant serrant l'oise au froissé contre sa poitrine. Quand je suis arrivé sur le parvis, j'étais mort. Maintenant, je suis dans le coma, m'a-t-il dit. En reconstruisant la cathédrale, je me reconstruis moi-même. J'irai mieux quand ce sera fini. En septembre, alors que les travaux de reconstruction vont bientôt commencer, Villeneuve se fait tatouer un dessin de la flèche sur son bras gauche, du coude au poignet. À l'été 1998, un historien de l'art de l'Université de Columbia, Stephen Murray, m'a emmené dans le grenier de Notre-Dame. Il faisait sombre même en plein jour. Alors que nous traversions le treillis de poutres en chêne grossièrement taillées, les sommets incurvés des voûtes en pierre calcaire de l'église s'étalaient comme des dos d'éléphants gris sous nos pieds. La poussière s'accumulait dans les creux. Vu d'en bas, à l'intérieur de l'église, je n'avais jamais imaginé ce monde des coulisses, celui des bâtisseurs de cathédrales. Au croisement du transept et de la nef, j'ai levé les yeux vers la structure en bois complexe de la flèche. L'été dernier, je me suis retrouvé une fois de plus au même endroit. Mais cette fois, j'étais sur un échafaudage, regardant le trou géant que la flèche avait fait lorsqu'elle s'était écrasée à travers les voûtes de pierre. Le sommet perçait un 2e trou dans la nef. Une 3e se formait à l'extrémité nord du transept. Alors que l'incendie faisait rage dans la forêt, des fermes triangulaires de chêne, hautes de 10 mètres, se sont renversées comme des dominos sur les voûtes et des débris sont tombés par les trous. Au croisement du bois calciné et des pierres étaient empilés sur environ 4 pieds de hauteur sur le sol de la cathédrale. Au-dessus du cœur de Paris, des ouvriers sont évacués du toit endommagé de la cathédrale dans un ascenseur hydraulique. Quelques jours après l'incendie,
Alors même que Macron promettait que Notre-Dame rouvrirait à temps pour les Jeux Olympiques d'été de Paris en 2024, Chawydérieux et ses collègues avaient décidé que les débris ne pouvaient pas être simplement emportés. Il s'agissait d'un patrimoine légalement protégé qui devait être trié par des professionnels. Bientôt, des dizaines d'entre eux descendirent sur l'église. Le laboratoire de recherche des monuments historiques a envoyé l'essentiel de ses 34 collaborateurs, m'a indiqué le directeur adjoint Thierry Zimmer. Comme les voûtes endommagées risquaient toujours de s'effondrer, les scientifiques ont utilisé des robots télécommandés pour collecter les débris. Portant des respirateurs pour empêcher la poussière de plomb d'entrer, ils ont trié les matériaux dans une allée latérale, sélectionnant tout ce qui pourrait éclairer la reconstruction ou présenter un intérêt historique. Les cernes d'arbres dans les plus gros morceaux de bois, par exemple, offrent des indices sur la séquence détaillée de la construction de l'église. Tous ces trucs sur lesquels nous n'avions jamais mis la main auparavant, a déclaré Zimmer. Maintenant, malheureusement, c'était entre nos mains. Un petit côté positif sera une meilleure connaissance de la cathédrale et de la période au cours de laquelle elle a été construite. Il a fallu 2 ans pour trier tous les débris et les évacuer vers un entrepôt près de l'aéroport Charles de Gaulle. Les objets s'y étalent sur 2322 mètres carrés, sur des étagères de 6 mètres de haut. Les morceaux de bois trop petits pour être étudiés, les minuscules morceaux de pierre, la poussière et les cendres, même cela a été conservé, pour l'instant, dans des centaines de sacs de stockage. C'était un travail épuisant, a déclaré Chawydérieux, mais exaltant. Une aventure humaine qu'elle ne s'attend pas à revivre. Pendant que le sol de Notre-Dame était en cours de nettoyage, les murs et les voûtes devaient être protégés contre l'effondrement. Une étude technique avait révélé que sans le toit de plomb et les poutres qui pesaient sur eux et les liaient ensemble, les murs étaient terriblement vulnérables au vent. Une simple rafale de 56 milles à l'heure aurait pu les renverser. De 2019 à l'été 2021, les charpentiers ont renforcé les arcs-boutants et certaines voûtes, en plaçant des renforts en bois de plusieurs tonnes sur mesure sous chacun d'entre eux. Pendant ce temps, les cordistes démontaient, tube après tube en acier, le vieil échafaudage. Villeneuve s'apprêtait à rénover la flèche lorsque l'incendie éclata. En désordre affaissé et enchevêtré, il menaçait de tomber et d'endommager davantage l'église. Le Covid a fermé le site pendant 2 mois au printemps 2020. La poussière de plomb omniprésente l'avait déjà fermé pendant 6 semaines en 2019, après que les inspecteurs du lieu de travail ont décidé que les précautions de sécurité initiales étaient insuffisantes. Depuis, une rangée de douches dans le conteneur qui sert de vestiaire divise le site en domaines sales et propres. Les travailleurs traversent cette frontière à plusieurs reprises chaque jour, se déshabillant et enfilant des vêtements de protection pour aller travailler, puis faisant l'inverse, et se douchent et se lavent les cheveux à chaque fois qu'ils partent, même pour le déjeuner. Les visiteurs suivent la même procédure. Des sous-vêtements et combinaisons jetables sont fournis. Même Emmanuel Macron s'y est soumis. Je l'ai de bonnes sources, celle du général 5 étoiles que le président a rappelé de sa retraite au lendemain de l'incendie, lui demandant de gérer la reconstruction de la cathédrale. Jean-Louis Georgelin était issu de l'infanterie. Il avait été conseiller militaire en chef d'un président et président des chefs conjoints d'un autre. Macron lui a confié Notre-Dame pour 2 raisons, a déclaré Georgelin. Le général est un fervent catholique qui connaît ses psaumes en latin. Il m'en a récité un, et il a le sens politique et l'autorité nécessaires pour faire rouvrir la cathédrale d'ici 2024. Cela nécessitera de naviguer dans la bureaucratie française. Georgelin préside un établissement public, une entité publique créée spécifiquement pour restaurer Notre-Dame, grâce à 840 millions d'euros de dons, dont 30 millions provenant de donateurs américains. Les projets de restauration sont normalement gérés par le ministère de la Culture. Certains de ce milieu jugent l'implication du général singulière et l'échéance de 2024 irréaliste. « Vraiment ?» j'ai demandé à Georgelin. Il repoussa joyeusement la question. « Je vois, monsieur, vous avez été contaminé par ceux qui pensent que le président de la République ne devrait pas s'immiscer dans la reconstruction de Notre-Dame,
a-t-il lancé. Vous avez été contaminé par le parti de la lenteur. Georgelin est un type alpha de bonne humeur, un homme qui, alors qu'il vous parle d'une voix de parade et vous embrouille avec des formalités satiriques, fait tout cela avec un sourire conscient de lui-même. Les dégâts causés à l'église, a déclaré Georgelin, sont graves mais limités. J'en avais moi-même été frappé, par combien cette partie semblait intacte quand on regardait au-delà de l'échafaudage qui en remplit désormais la majeure partie. Marie-Hélène Didier a également été surprise en passant le lendemain de l'incendie, en passant son doigt sur les murs pour vérifier s'il y avait de la suie. « Rien n'a été détruit », s'exclama-t-elle, sans parler des trésors ou des œuvres d'art de valeur. L'hôtel moderne du Passage à niveau a été écrasé, mais l'emblématique Vierge de Paris, une statue en pierre du XVIe siècle, se tenait toujours à quelques mètres, poussiéreuse mais indemne, avec des décombres à ses pieds. Au laboratoire des monuments, Claudine Loisel, la spécialiste des vitraux, m'a dit que seuls quelques morceaux de verre sur 3 petits panneaux avaient été arrachés par la pointe de la flèche. Le reste était bien. Au total, l'église a perdu sa flèche, son toit et ses chevrons, ainsi que quelques-unes de ses voûtes en pierre. C'est beaucoup, mais pas trop à régler d'ici 2024, a déclaré Georgelin. Contrairement à la plupart des personnes à qui j'ai parlé, il assistait parfois à la messe à Notre-Dame avant l'incendie. Lors de cette terrible soirée, le général était chez lui à Paris, regardant la télévision et pleurant comme tout le monde. Il a entendu des gens dire qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir Notre-Dame restaurée. C'est pourquoi la promesse du président à la nation était nécessaire, a déclaré Georgelin. Et quant au délai de 5 ans, si Macron ne l'avait pas fixé, les architectes et autres types d'art auraient étendu le travail à 15 ans. Le plafond a émis un sifflement sourd pour illustrer à quoi ressemblait une perte de temps la tête dans les nuages. Le technicien Thomas Pagès restaure une statue en cuivre de Saint-Philippe chez Socra, entreprise de restauration à Périgueux. Les statues des 12 apôtres qui flanquaient autrefois la flèche ont heureusement été retirées du toit de Notre-Dame 4 jours avant l'incendie. Les statues plus grandes que nature des apôtres ont été ajoutées par Viollet-le-Duc, qui a donné à saint Thomas, saint patron des architectes, un visage à son image et un souverain d'architectes. Les têtes des apôtres ont été arrachées lors de leur retrait du toit de la cathédrale, ce qui a nécessité la fixation de câbles à l'intérieur de leur structure intérieure. Quant à l'architecte en chef des monuments historiques, je lui ai déjà expliqué à plusieurs reprises, et je lui redirai, qu'il devait fermer son piège. C'était Georgelin parlant de Philippe Villeneuve devant une commission de l'Assemblée nationale française en novembre 2019. Les deux hommes étaient probablement voués à s'affronter. Georgelin a l'habitude de ne pas se moquer lorsqu'il fait avancer les choses. En tant qu'architecte en chef, Villeneuve est habitué à beaucoup de latitude. Georgelin porte des costumes et des blazers croisés qui ne cachent, semble-t-il, aucun tatouage. Villeneuve est un intellectuel en jean, veste froissée et lunettes de grand-mère. C'est un homme émotif qui personnalise la crise et porte son cœur sur sa manche, presque littéralement. Il a de bonnes raisons de ressentir intensément la situation à Notre-Dame. Ce n'est pas sa première rencontre avec un tel désastre. Ma carrière a été marquée par le feu, m'a-t-il dit. Le jour de sa promotion architecte en chef des monuments historiques, en 1998, Villeneuve apprend qu'une église médiévale de son département, la Charente-Maritime, a été incendiée par la foudre. C'est devenu sa première commande. Le jour où l'incendie a ravagé Notre-Dame, il travaillait sur son autre projet principal, l'hôtel de ville de La Rochelle du XVe siècle, qui avait également été dévasté plus tôt par un incendie, alors même que Villeneuve le restaurait. Cela s'est produit en 2013, peu de temps avant qu'il ne soit choisi pour Notre-Dame. Aucune preuve n'a été établie reliant l'un ou l'autre incendie aux travaux de restauration. La police parisienne n'a pas publié les résultats de son enquête à Notre-Dame. Un court-circuit électrique est le principal suspect. Mais Villeneuve ressent toujours le fardeau de devoir racheter la tragédie. Des restaurateurs de tableaux dirigés par Marie Parent-Andaloro retouchent des détails dans la chapelle Saint-Ferdinand.
Les peintures murales décoratives ajoutées par Viollet-le-Duc aux chapelles latérales de la cathédrale avaient déjà besoin d'être restaurées avant l'incendie, sauf dans la nef, où ces peintures avaient été ciselées par une génération précédente de restaurateurs. Dans les années 1970, les gens détestaient le 19e siècle, a déclaré Parran Tandaloro. La paisible chapelle Saint-Ferdinand est transformée en un atelier animé, alors que des experts donnent à ces peintures murales du 19e siècle un nettoyage digne du 21e siècle, éliminant la fumée et les particules de plomb et stabilisant les surfaces qui sont encore plus menacées par une augmentation des niveaux d'humidité à l'intérieur de la cathédrale après le feu. Murs, sculptures, peintures sont tous restaurés en même temps, dit Parran Tandaloro, grâce au feu. Il a été à la hauteur, a déclaré Jacques Moulin, l'architecte en chef qui restaure la basilique Saint-Denis voisine. Il a su se transcender. C'est une capacité rare, mais cela l'a mis en contradiction avec le président. Après l'incendie, Macron a publiquement encouragé quelque chose de nouveau sur le plan architectural à Notre-Dame. Un geste contemporain, a-t-il appelé. Nous devrions avoir confiance dans les bâtisseurs d'aujourd'hui, a-t-il déclaré, et nous devrions avoir confiance en nous-mêmes. Les constructeurs ont répondu avec joie. Des suggestions de toits en verre, de flèches de cristal et de flèches de lumière ont afflué du monde entier. Un studio d'architecture a proposé une serre sur le toit. Un autre a suggéré de remplacer le toit par une piscine en plein air. Villeneuve voulait désespérément tuer tout cela dans l'œuf. Il ne participerait pas à la construction d'une flèche moderne, a-t-il déclaré. C'est alors que Georgelin essaya, un peu maladroitement, de le faire taire. Mais les propositions farfelues ont contribué à faire valoir les arguments de Villeneuve. Tout le monde était d'accord sur le fait que la cathédrale ne devrait pas devenir une piscine hors sol. À l'été 2020, le général, le président et la commission du patrimoine national avaient tous approuvé le plan de Villeneuve. Notre-Dame sera reconstruite telle qu'elle était, dans son dernier état connu, celui dans lequel l'a laissé Viollet-le-Duc. C'est un triomphe de l'orthodoxie. Reconstruire dans le dernier état connu est ce que font généralement les restaurateurs français. La Charte de Venise, créée en 1964 lors d'une conférence internationale de spécialistes, codifie cette approche selon laquelle l'objectif de la restauration historique n'est pas le bâtiment le plus beau, mais le plus authentique, celui qui préserve toutes ses couches d'histoire. L'impulsion semble académique, mais elle est aussi émotionnelle. Reconstruire à l'identique, surtout après une catastrophe, est un acte symbolique puissant. C'est un acte cathartique, dit l'historien Léniaud. C'est la seule façon de faire son deuil. C'est très important de faire son deuil. Le revêtement en cuivre qui recouvrait les statues de l'apôtre de Viollet-le-Duc était par endroits aussi fin que du papier à cigarette, explique Olivier Baumgartner, technicien de Socra. Lors de la restauration de chaque statue, lui et ses collègues ont évité de rendre le revêtement trop lisse afin de laisser des traces de leur travail. Il faut qu'il respire l'authenticité. L'ironie est que Viollet-le-Duc, qui avait assisté à l'attaque de Notre-Dame, n'a pas fait preuve d'une telle retenue. Son objectif n'était pas de reconstruire Notre-Dame exactement telle qu'elle était, mais de construire la cathédrale idéale. Il a entièrement refait certains murs autour du passage, car il n'aimait pas la façon dont ils avaient été modifiés au XIIIe siècle. Il démolit la sacristie du XVIIIe siècle et la remplaça par une sacristie néo-gothique. Il a honoré les architectes gothiques en essayant d'en devenir un, et avec la flèche, le consensus est qu'il s'est surpassé. Avec quelques autres libertés qu'il a prises, pas tellement. Pendant un siècle après sa mort, Viollet-le-Duc fut vilipendé par l'établissement des monuments qu'il avait lui-même contribué à établir. Quand j'étais enfant à l'école d'architecture, une restauration par Viollet-le-Duc signifiait un désastre total, a déclaré Moulin. À Notre-Dame, Viollet-le-Duc a peint des peintures murales décoratives dans les 24 chapelles latérales. Dans les années 1970, les 12 chapelles de la nef ont été raclées jusqu'à retrouver leurs pierres nues. Mais à ce moment-là, la restauration de la réputation du grand homme était sur le point de commencer, et l'exposition que Villeneuve, 17 ans, a vue en 1980 a marqué un tournant. Tout d'un coup,
Nous sommes passés d'un Viollet-le-Duc diabolique à un Viollet-le-Duc qui est pratiquement un saint, a déclaré Moulin. Aujourd'hui, la plupart des restaurateurs français ne songeraient pas à défaire ce que Viollet-le-Duc a fait. Moulin trouve ça dommage. Il croit également à la préservation de l'histoire, mais essayer de réparer un bâtiment une fois pour toutes dans son dernier état connu, dit-il, revient à déclarer que l'histoire est terminée pour ce bâtiment. C'est la définition de la mort. Et ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la préservation. Si le toit de votre cathédrale vient de brûler, affirme Moulin, cela n'a aucun sens de reconstruire les chevrons en bois. Cet argument a été entendu et rejeté à Notre-Dame. La forêt et la flèche seront bel et bien construites en bois, mais avec plus d'ignifugation et avec des brumisateurs anti-incendie. Les détails sont encore en cours d'élaboration. D'ici 2024, si tout se passe comme prévu, un drone dans cette position planerait juste au-dessus de la pointe de la nouvelle flèche de Notre-Dame, fidèle reproduction en chêne et plomb de celle construite par Viollet-le-Duc, détruite en le feu. La nouvelle flèche sert à irriguer pièce par pièce à travers le trou de la voûte en pierre laissée par l'ancienne. Pendant ce temps, des ovens blancs bloquant la pluie. En 2019, l'incendie qui a fait rage dans les bois de chêne est devenu si chaud, presque certainement plus de 1400 degrés Fahrenheit, qu'il a rongé les murs de calcaire adjacents et le sommet de certaines voûtes. Deux spécialistes de la pierre du laboratoire des monuments, la géologue Lise Cadeau-Leroux et le spécialiste de la conservation Jean-Didier Mertz, ont suivi une formation de technicien en cordage afin de pouvoir inspecter les dégâts. Mertz m'a montré des carottes d'1 pied de long qu'ils avaient extraites de pierres de 2 pieds d'épaisseur. La surface de certaines pierres s'est transformée en poudre et des fissures se sont formées à l'intérieur, provoquant un décollement de 4 pouces. Mais la plupart des blocs semblent être restés suffisamment épais pour faire leur travail, a déclaré Mertz. Lui et ses collègues ont développé une technique pour sceller les fissures en injectant un coulis de chaux. Pour les pierres à remplacer, les scientifiques recherchent de bonnes correspondances au nord de Paris. La ville s'est développée au fil des carrières médiévales qui se trouvaient alors à sa périphérie. La plupart des 507 tonnes de plomb contenues dans le toit et la flèche ont simplement fondu et ont plu dans l'église, mais la chaleur était suffisamment intense pour projeter des particules de plomb dans la fumée. Le danger d'inhaler du plomb cette nuit-là, à moins d'être juste à côté du feu, était négligeable, a déclaré Jérôme Langrand, médecin et toxicologue qui dirige le centre anti-poison de Paris à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal. Le véritable danger du plomb est qu'il sera ingéré accidentellement au fil du temps, notamment par les enfants via la saleté contaminée dans les parcs ou les terrains de jeu ou la poussière qui se dépose à l'intérieur des maisons. Alexander Van Gien, un scientifique de l'Université de Columbia qui se promenait dans Paris en versant des échantillons de terre dans des sacs en papier, a estimé qu'environ 1 tonne de plomb était tombée à moins d'1 kilomètre de l'église. Mais il n'y a aucune preuve que cela ait provoqué un empoisonnement important, a déclaré Langrand. Lui et ses collègues ont analysé le sang de 1200 enfants dans la zone touchée. Ils ont trouvé des concentrations supérieures au niveau préoccupant, dans un peu plus de 1%, soit à peu près la même chose que dans la population française dans son ensemble. En outre, dans tous les cas, une enquête a révélé que les enfants étaient régulièrement exposés à d'autres sources de plomb. De nombreux balcons parisiens, par exemple, ont un sol en plomb. Pourtant, aucune quantité de plomb dans le sang n'est considérée comme sûre, et les toits en plomb polluent l'environnement chaque fois qu'ils sont travaillés ou qu'il pleut. En février 2021, un comité consultatif scientifique du ministère de la Santé, dont Langrand était membre, a recommandé que la France interdise le plomb dans les nouvelles structures et que des alternatives à son utilisation dans la restauration historique soient trouvées. Le conseil municipal de Paris avait alors voté pour exiger que Notre-Dame ne soit pas refaite en plomb. Rien de tout cela n'a entamé la détermination de Villeneuve. Pour être mis en danger par un toit en plomb sur Notre-Dame, lui et Georgelin ont insisté, les enfants devraient grimper dessus et le lécher. Le plomb est un élément absolument essentiel dans la construction, a soutenu Villeneuve.
Bien sûr, la cathédrale de Chartres a un toit en cuivre, mais le cuivre devient vert et les toits de Paris sont gris. La plupart sont en zinc, mais seul le plomb pourrait reproduire la flèche et l'ornementation sculptée de la toiture de Notre-Dame. Le plomb couvre déjà le Panthéon, les Invalides et d'autres monuments, dit Villeneuve. Pourquoi la cathédrale devrait-elle être la seule victime de la folie de ces fondamentalistes de premier plan? L'eau de pluie s'écoulante du nouveau toit sera captée et filtrée. Les gens qui travaillent à la restauration vous le diront. C'est le projet d'une vie. La pandémie a ralenti les choses et les procédures de sécurité du plomb se sont aggravées. Mais parfois, nous n'étions que 5 ou 6 dans la cathédrale, raconte l'archéologue Dorothée Chaoui-Derieux. Cela ne nous arrivera plus jamais. Au cours des 3 prochaines années, Notre-Dame sera animée par des ouvriers, puis les fidèles et les touristes reviendront. Villeneuve prévoit également de reconstruire la charpente en bois à l'identique. Il comportait 2 parties distinctes. Lorsque Viollet-le-Duc reconstruisit la flèche, il remplaça la charpente du transept, et non à la manière médiévale. Les poutres étaient taillées dans des scieries industrielles. Villeneuve fera de même. L'hiver dernier, Gourmin a coordonné le don de 1200 chênes venus de toute la France. Les plus grands et les plus anciens avaient été plantés juste avant la Révolution française par les forestiers royaux qui assuraient l'approvisionnement de la marine en mâts de navires. Ces arbres serviront de base à la flèche. Les charpentes des combles de la nef et du chœur étaient différentes. Elles étaient pour la plupart d'origine, datant du XIIIe siècle. En septembre 2020, un groupe appelé Charpentiers sans frontières a reconstruit l'une des fermes triangulaires devant la cathédrale pour démontrer la faisabilité de reconstruire la charpente à la manière médiévale. François Calame, ethnologue et menuisier fondateur du groupe, m'a emmené voir cette ferme, là où elle est aujourd'hui exposée, à l'extérieur d'une forteresse médiévale normande appelée Château de Crèvecoeur. Il se compose d'une douzaine de poutres, chacune taillée à la main dans un seul chêne, ne dépassant pas 1 pied de diamètre. Les charpentiers médiévaux travaillaient leur bois en verre, tout comme Charpentiers sans frontières. Ils ont suivi le grain, gardant le cœur au centre. Cela donnait à certains faisceaux une courbe douce, mais cela les rendait plus forts. Les fermes de Notre-Dame ont résisté pendant plus de 800 ans avant que leur chance ne s'épuise. Calame a sorti du coffre de sa voiture l'outil de son choix. Une doloire, un brodax à tête évasée comme une trompette. Il a donné quelques coups habiles sur une bûche, puis m'a laissé essayer. La hache, prévint-il, était suffisamment tranchante pour infliger des blessures graves si elle était mal dirigée, ce qui semblait une réelle possibilité. Mes premiers coups ont balayé le rondin avec un bruit alarmant, puis j'en ai frappé quelques-uns. De minces morceaux de bois frais volèrent dans les airs. Selon Calame, la restauration historique devrait consister à restaurer les compétences perdues, ainsi que les bâtiments endommagés, et pas seulement au bénéfice des charpentiers. La raison pour laquelle la forêt de Notre-Dame a laissé une telle impression sur les gens qui l'ont vue, pense-t-il, est qu'un message traversait les siècles de la part des maîtres artisans qui l'ont fabriqué. Le cadre avait 800 ans. C'est parti. Mais je pense que si nous le retravaillons comme il a été travaillé de la même manière et avec les mêmes matériaux, le message pourra passer, a déclaré Calame. Vous pourrez le ressentir. Villeneuve a été impressionné par la manifestation de Charpentiers sans frontières. Pour gagner du temps, dit-il, les scieries tailleront les rondins de la nef et du chœur, mais les poutres seront finies à la main avec des doloirs. La construction de la flèche passera cependant en premier. Viollet-le-Duc dut percer un trou dans les voûtes pour pouvoir construire sa flèche de l'intérieur. Villeneuve a une longueur d'avance. Le trou est déjà là. Au lendemain de l'incendie, certains souhaitaient que Notre-Dame renaisse avec un nouveau look, un look contemporain qui donnerait à la cathédrale l'empreinte de notre époque et de l'incendie lui-même. D'autres, les plus proches du monument, voulaient simplement qu'il soit à nouveau entier. L'incendie était un accident, affirme la restauratrice Marie-Hélène Didier. Tout oublies. Vous essayez d'oublier. Maurice de Sully, l'évêque de Paris qui commanda Notre-Dame en 1163, était fils de paysan. Tandis que la flèche se dirigeait vers le ciel,
les aspirations de Sully étaient également mondaines. Il montrait sa puissance à ses rivaux ainsi qu'au roi. La tour de l'archevêché ressemblait à un rempart de château. La façade ouest de la cathédrale était encore plus massive. Dans la cité médiévale, c'était complètement dominant, écrasant, a déclaré Bernard Fonkerny, qui, en tant qu'architecte en chef, a restauré la façade dans les années 1990, enlevant des décennies d'échappements de voitures et de crottes de pigeons. Je vivais alors en France et je me souviens de cette renaissance, de la façon dont les murs brillaient lorsque l'échafaudage tombait. La construction de la cathédrale a été financée en grande partie par des dons de citoyens ordinaires, a déclaré l'historien de l'art Dany Sandron de la Sorbonne. Leur expérience de l'Église n'était pas celle des fidèles catholiques d'aujourd'hui. Agissant dans la nef sans chaise, ils ne voyaient pas et entendaient à peine les offices célébrés par les chanoines résidant 8 fois par jour derrière un mur du chœur. Dans les chapelles latérales, les aumôniers murmuraient quelques 120 messes par jour, mais celles-là non plus n'étaient pas vraiment destinées aux vivants. Ils étaient destinés aux morts aisés qui avaient doté leurs messes à perpétuité dans l'espoir de faire sortir leur âme du purgatoire. Néanmoins, les gens ordinaires affluaient vers Notre-Dame. Ils dormaient parfois par terre devant un autel, rêvant de guérisons miraculeuses contre des maladies douloureuses. La foi catholique était alors vitale pour la plupart des Français. Ce n'est pas le cas maintenant. Notre-Dame n'est pas un musée, a insisté Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale. Avant l'incendie, quelques 3000 personnes venaient à la messe le dimanche, mais 10 à 12 millions de touristes s'y rendaient chaque année. Beaucoup avaient peu de connaissances sur le christianisme. Comment peuvent-ils être touchés par la grâce de ce lieu ? Demanda Chauvet. Comment la beauté de ce lieu peut-elle au moins les interroger sur le sens de leur vie ? Le plan, a-t-il dit, est de réorganiser la visite. À la réouverture de l'église, les visiteurs seront guidés dans une nouvelle boucle passant par des chapelles latérales redessinées. En allant du nord au sud, des ténèbres à la lumière, ils rencontreront d'abord l'Ancien Testament puis le Nouveau, pour entrer progressivement dans le mystère de Dieu, dit Chauvet. Est-ce que ça réussira ? Grâce à l'énorme budget de restauration, la cathédrale devrait au moins être belle. Des travaux qui auraient normalement duré des décennies sont prévus pour les 3 prochaines années. Tout l'intérieur de l'église, y compris toutes les chapelles, les peintures et la plupart des vitraux, sera nettoyé, une renaissance étincelante. Si, comme le pense Jorgelin, la beauté de l'architecture gothique est l'une des meilleures preuves de l'existence de Dieu, alors Dieu se sera levé pour combattre un autre jour en France. L'incendie n'aura pas été pour rien. Ce soir d'avril, ma femme et moi étions chez de vieux amis pour leur premier voyage à Paris. Après le dîner sur la rive droite, nous avons décidé de retourner à pied vers notre logement sur la gauche. Les rives de la Seine étaient bordées de gens qui regardaient Notre-Dame brûler. En traversant l'île Saint-Louis, nous avons enjambé un boyau que les pompiers étaient en train de poser pour pomper l'eau de la rivière. Sur le pont de la Tournelle, nous nous sommes arrêtés près d'une chorale improvisée, chantant doucement des hymnes à Notre-Dame. J'ai admiré cette vue, le long de la Seine, vers l'abside de Notre-Dame, des dizaines de fois. Je ne peux pas imaginer ce que ce serait s'il disparaissait pour toujours. C'était beau, il faut souligner la beauté du feu, dit Legnaud. C'était magnifique. Mais une fois que c'est beau, après c'est moche. Il n'y a que la ruine. Au début, il n'y a que le noir, l'obscurité, la mort, jusqu'à ce qu'il reprenne vie, comme il se doit.